That's right. She has worked on this project since its very beginning in 2009 and has been leading the museum since June 2017. Previously, Constanze worked as teacher at the University of Heidelberg, as curator in Badische Landesmuseum Karlsruhe, and as an expert in other museums in Germany and France. From 2005, she has worked in Brussels, first as a research and later a committee administrator for the Committee on Culture and Education of the European Parliament. Constanze holds a PhD, and her thesis was based on the impact of the image debate on 15th century painting. Ludovic de Lepine has more than 25 years experience in IT, including IT governance for public administration, enterprise architecture and digital transformation. He leads the Interparliamentary Union's IT governance thematic hub. Currently, Ludovic is head of the archives unit at the Office of the Secretary General in the European Parliament. He is also a PhD from the University of Bourgogne, where his principal areas of specialization were artificial intelligence and internet and communication technologies. Ludovic has also worked as a lecturer at French University and as a researcher in this field at the CNRS Laboratoire for over 8 years. Welcome, Ludovic. We are happy that you are able to be with us. Etienne Deschamps holds a PhD in contemporary history from the European University Institute in Florence, and he's affiliated researcher at the Université Catholique de Louvain. He works at the Director General for Parliamentary Research Services within the European Parliament Secretariat. He was previously a curator at the House of European History before becoming head of outreach and dissemination for the historical archives of the European Parliament. Etienne is currently a member of the European Parliament Library. His research focuses on European integration history and history of colonization. He is also a member of the academic committee for the Robert Schuman House. Douglas McCarthy has a master's degree in art history from the University of St. Andrews. He has worked internationally in public museums, private art collections, and image archives. Douglas is a passionate advocate for making cultural heritage openly accessible to promote the exchange of ideas and to contribute to a thriving knowledge economy. He is collections engagement manager at the Europeana Foundation. A key element of his work is developing Europeana's thematic collection, especially on art and photography, to give users access to relevant and high quality content from the corpus. I would like to thank once again our keynote speakers, and I invite Constanze Itzel to begin her talk. Constanze, the floor is yours. Yes, thank you very much, Elena, and thank you to all the partners for having invited me. I will, if I could see the audience, I would ask the audience who has seen the House of European History, because I don't want to explain too much to people who have already seen it. But I cannot do that, so bear with me. I will explain you a little bit how this museum is presenting European history, when it's a museum that many before its inception have called impossible. Impossible because it is dealing with very, very complex and difficult topics when we will speak about how to define Europe, how to define European history. Does it ever even exist when some people challenge it? How do we go about contested histories, memory conflicts, and also the issue that of the primacy of national history in all history teaching. So the fact that our audiences have a very, very low prior knowledge of what we present them.
There is also, we have realized in the reactions to our museum, no common methodology of history museums across Europe. So we have been trying to achieve something which is a bit squaring the circle, hence the title of my presentation. And I will speak to you today about two parts. First, for those who don't know the museum, how have we come to square the circle of presenting Europe's diversity in one narrative? So a little bit about the methodology of the museum. And second part, how are we trying to move to the digital age with the museum and its digital offers? Yes, you can go to the next slide, please. So briefly about the mission of this museum. It's a museum that is European in many respects. It's European in the team because we have colleagues of 18 different nationalities. It's European in the collection. It's European in the narrative. And that's almost the most difficult part, it should be European in the audience, meaning that we are supposed to talk to all Europeans of all generations and walks of life, which was the statement of the founding document in 2008 already. So here, just some points about the mission. It's a transnational presentation of history, and we aim at a multiplicity of perspectives, but I will explain later how we do that. The content is about 19th and 20th century history mainly. Next slide, please. Now, the question is, which history do we present? We are often asked whether we have a room per member state or a room per country, but that's exactly not the idea. It's not just a juxtaposition of national histories. It is a presentation of what we defined in the team as European history, which I'm showing here by 3 criteria. Historical processes that have spread all over Europe, that originated in Europe, and that are distinctive hallmarks of Europe up until now. So that is the definition with which we worked. Next slide, please. The next question is, which Europe are we presenting? How do we define Europe? And here we start actually treating this question in the first exhibition space, and we explain that we talk about the whole of Europe, whatever that may be, I will come to that, but not about the European Union, but about the whole of Europe. But we also explain from the first exhibition space that the geographical definition of Europe is difficult and that is contested and that it has been changing. Next slide, please. So we are showing from the beginning, and that is the first attempt to explain our visitors how complex the topic is, that history is a construction, and we have a central artwork, spiral, which you see here in its designer's view, which consists of different quotes of interpretations of historical moments by poets and historians throughout the century, starting with Herodotus and going up until 2012. And there we show that views on history change, and also our exhibition is one possible interpretation. Next slide, please. So this is the first exhibition space, and we start with the myth of Europa, the story of the Princess Europa. And the aim of this showcase, which is not, the aim is not to present an overview of art history, but the aim is to present how the myth was used by artists in different centuries to present people's views on Europe and how these views on Europe have been changing. And the second showcase that you see in the corner, no, you can stay there. Yes, the long showcase in the center of this room is dedicated to cartographic representations, and again shows the changing views on Europe. And what is the main message of this first room? It is that the way Europe is seen or defined depends on the eye of the beholder and the time and geographical standpoint from which the beholder judges. Meaning, if we extrapolate that also this exhibition was made in a certain specific time period and represents a certain view on Europe of a specific team, as international as we could make it, but still a team with a certain composition of historians. This present slide on the right side, the present showcase is a heritage showcase in which we introduce another reflection on what Europe is in terms of its heritage. We have selected 14 phenomena which have been formative for the continent.
And by juxtaposing these moments, so you see here slave chains representing slave trade and soldiers from Benin representing colonialism. By presenting these 14 concepts, we ask the visitor in the tablet, in the multilingual tablet, is this part, can this be considered part of European history or not? And we get very different answers depending on the groups with whom you visit. It's very interesting because some visitors don't accept these 14 points, and they claim that if their country did not have a colony, it cannot be part of European history because their country is part of Europe. So you can have very, very different and very interesting discussions in front of this showcase. Now, this is for the introductory part. How do we go through the chronological narrative? By trying to pay justice to the complexity of Europe. This is something really complicated and also comes to squaring the circle. Next slide, please. And as I said, we found out through prior focus group studies that the knowledge of visitors is extremely limited. If they know some dates about their national history, we're already advanced, but most of them don't know about other countries' histories, let alone about European history as a whole. So we have constructed a first narrative, which you see here with big images that tell the story in a very short 90-minute walkthrough. And then there are layers. So this layering is one of the means to address the complexity, where visitors can go in depth of certain topics. Another technique, next slide please, is to use different micro narratives. Here we are interested in a certain topic. For example, I'm showing here on the left side a showcase with a yellow star on blue ground. This is the micro narrative on European integration history, which is embedded in the rest of the permanent exhibition narrative, but can also be visited alone. And we have learning materials who are allowed to visit according to this topic. And we are in the course of developing guided tours on the tablet to different topics like migration, the history of democracy, the history of human rights, and other themes, so that we can make these micro narratives more visible, and the visitor can experience them through the guided tours on the tablet or with a speaker, depending on the method. Next slide, please. Another means of differentiation is the juxtaposition of examples from different countries. And here you see the 1989 exhibition space with films, TV shows from that moment, newsreel from that moment on the right side, and then the objects from different countries on the left side, so that you can see that the array of national situations put together shows the European panorama, so makes it a European story. So the national history is part of European history in this respect. Next slide, please. And then this is the numbers are changing, but this was from the first year, the numbers of objects and museums from which we get the objects, because it is a European collection, and it was put together without any prior. We started from nothing, so we had to put it together through loans and purchases, and up until now we have around 60% loans and 40% own collection. But this is of course a very, very complex. It was very complex to find all these objects because not all museum databases are online, and it's very complex to search in the different languages. When you search for something from Poland and you don't know Polish, you have to ask a colleague for help. So it was really a European collaboration to come to this. Next slide, please. Another technique is to explicitly speak about conflicting views when it comes, for example, to Europeanization matters, for example, about the Maastricht Treaty, opposing views on whether the Maastricht Treaty was a good thing, or opposition against it. So to show multiple perspectives explicitly in the exhibition. And then the next slide, last slide on this part, is the concept of memory, which we use to speak about the way in which the past is being reflected upon and the diversity of that approach. So here I'm showing you a glimpse of the Memory of Shoah section, where we have 6 different case studies, and all these case studies show different ways of dealing with a difficult past between
late recognition, silence, distortion of facts, hiding things. We show different case studies, so that here also we try to achieve a European view of the topic, but in the same time not neglecting the differentiation and the diversity between the different countries, or even between the different groups of society. So that's a rush through the museum, and now we will come to the part on digitalization, because from the beginning we have been thinking about how to make sure that the physical museum, which is supposed to talk to the whole of Europe, can actually do that when being located very much in the west of Europe, and having the tourists that are in Brussels as the audience, and of course the international Brussels audience, but not reaching really out to other parts of Europe. So we have started with some experimental actions. This was an interactive created for the first temporary exhibition in 2017, where we have a website and we ask people about what they like about other countries, and then you can combine the results, and you see a map of all the connections, as you can see on these two screens, of individual visitors, and they come together to in the exhibition as a network of all visitors together. And this is something that can be fed from outside, so you can be in Warsaw and fill it in, and it will appear in the exhibition, so that we have tried to combine virtual and real space here, but this was a first attempt. Next slide, please. The last year, we opened up a little bit our website. Of course, this is much more modest than what Europeana is doing, what we certainly will hear about in a moment. We invited other museums to share with us on our website what they collected about COVID, and you see here a little selection of what they sent us, so that we can compare, because many museums around Europe were collecting about COVID and its impact and the sufferings in their national perspective, and we asked them to present that on our website to bring together this pan-European view of what they were doing. Next slide, please. We have been organizing online events here. Etienne appears as one of our partners with teachers across Europe. So this is also part of the strategy of reaching out. Next step. Next slide, sorry. And now we are moving to the new digital strategy, which we developed last year, and which is really at the start of implementation. And I'm looking forward to the audience's input and suggestions on what we could do better. Next slide, please. And I have to say that this was developed partially together with DG ITEC of the European Parliament with the innovation unit there. And you see here an overview of different digital offers, but next slide is more relevant even. Sorry, one more. There was one in between. Could you go back to there's an overview of one more back. Before? No? Okay, in any case, well, it's strange, but it was a slide which shows actually what we want to achieve with the digital strategy, meaning to bring the museum, to change the museum from physical combined with virtual to phygital, to the hybrid approach between physical and virtual offers. And to also to make it more participatory. So the interactions was one example where the user's content can be fed into the museum, but this was only a first step in what we will call a blended or a flipped museum, in which we want audiences also to participate more in the content creation. Now here I'm showing you one concrete outcome of this digital strategy, a virtual tour that we are creating currently. And you can move to the next one, please. Yes, where we can integrate 3D objects. And this is very much based on the cooperation with DG ITEC of the European Parliament, the innovation unit there, who helped us finding the right technology. So we are looking now into the development of a virtual tour with tablet content that will be moved online. We already have this tablet, but also embedding virtual objects, 3D objects. Next slide, please. Yes, here you see how we could play with augmented reality with these objects. If, for example, school classes want to use that later on, this content. Next slide, please.
And then what we really think, and this has to be developed further, is that this virtual tour should not be simply a copy of the existing museum tour, but should, for example, allow connecting to other museums or places around Europe. So we could imagine that in this virtual tour, we embed, for example, links to the museum collections from which these objects that I showed you before are coming, or even to the places about which we are talking. So here the possibilities to reach out to Europe and to make visitors experience Europe starting from this platform are really enormous. And we are just in the context of developing this at the moment, and also the copyrights will be a big issue which we will have to solve. So next slide, please. Yes, and here I come to the end of the presentation. So as our museum was constructed, also this digital meeting place, we call it a digital meeting place about European history, is under construction. It was pushed by COVID, but because we could reschedule, reallocate some resources, and also we could recruit some new resources. So we are now pushing this, but it will need some time before we actually get to this digital meeting place that we want to create. And so it's a work in progress. And this is why I look very much forward to all your comments and to the audience's comments and suggestions. And perhaps out of this webinar, we will get new input on how to make this even better than what we can make up in our small team. Thank you very much for your patience. Thank you very much, Constance, for this very inspiring presentation. Before inviting the second speaker, I would like to invite the audience to ask the questions by writing it in the Q&A panel. Maintenant, je passe la parole à Étienne Deschamps, qui va aller plus en détail sur la constitution des collections d'un tel musée. Étienne, on a des problèmes de son. Exact. Ça marche? Oui. Voilà. Donc merci Elena. Alors, pour faire suite à ce que Constance vient de dire au sujet du musée de l'histoire, de la Maison de l'Histoire européenne, et notamment sur les enjeux auxquels un tel musée fait face dans le domaine de la digitalisation, moi je vais effectivement me concentrer sur un secteur plus particulier, très particulier de l'histoire de la construction, de l'histoire de l'Europe, pardon, qui est celui de la construction européenne, de la construction ou de l'intégration, c'est selon. Afin de respecter l'équilibre linguistique, je parle en français, mais bien évidemment, si vous avez à la fin de cette session des questions, n'hésitez surtout pas à intervenir en anglais, je vous répondrai également en anglais. Alors, il faut savoir que le thème de l'intégration européenne est issu de l'histoire contemporaine des relations internationales était au départ et pour assez longtemps finalement un thème assez marginal. Ce n'est que très progressivement qu'il s'est développé comme un champ vraiment spécifique de la recherche et de l'enseignement. L'idée d'Europe était pourtant ancienne, mais le phénomène historiographique en tant que tel est lui beaucoup plus récent, puisque c'est seulement vers la fin des années 70, 1970, que les historiens ont commencé à s'occuper de manière vraiment significative des questions européennes, alors que le processus, je le répète, lui-même était amorcé en Europe de l'Ouest, en tout cas, depuis plus de 20 ans. Et la conséquence, c'est que pendant très longtemps, les écrits sur les débuts de la construction européenne avaient été surtout le fait de journalistes ou de témoins directs des faits qui étaient expliqués. Alors, comment expliquer cette prise en compte assez tardive par les historiens professionnels? Alors, il me semble qu'il y a parmi les différentes raisons, principales raisons, il y en a une qui tient à la fameuse règle des 30 ans qui s'applique à l'ouverture des archives publiques. Et puis, il faut dire par ailleurs qu'il a fallu un certain temps pour que les institutions européennes elles-mêmes s'intéressent et soutiennent les travaux des historiens qui travaillaient sur ces enjeux, sur ces problématiques. Donc, au fil du temps, l'histoire de la construction européenne, qui était très marquée au début par l'histoire économique et par l'histoire diplomatique, s'est beaucoup enrichie et s'est diversifiée, elle s'est ouverte à l'histoire sociale, à l'histoire des institutions, à l'histoire culturelle, à l'histoire des sciences, à l'histoire militaire. Et plus sans doute que d'autres domaines d'ailleurs de l'histoire contemporaine, ce secteur s'est aussi ouvert à des approches pluridisciplinaires, notamment à la science politique ou à la sociologie. Et pourtant, c'est un paradoxe, ce succès académique
ne s'est pas traduit ou s'est pas traduit facilement ou pas rapidement dans l'histoire publique, et en particulier dans le monde des musées, hormis quelques exceptions pionnières. Je pense notamment au Deutsches Historisches Museum à Berlin, à la Haus der Geschichte à Bonn, déjà dans les années 80, ou au musée d'histoire de la ville de Luxembourg. Et donc, il a fallu effectivement pas mal de temps pour que l'histoire de l'unité européenne, ses grands moments, ses personnages principaux, ses phénomènes, notamment à travers leurs conséquences dans la vie quotidienne, soient considérés comme des sujets susceptibles de trouver leur place dans des musées d'histoire. Alors, personnellement, je vois dans cette longue absence 4 raisons principales. La première, c'est que l'histoire de l'intégration européenne a souffert, ou a souvent souffert, du déficit d'image de l'Europe, ou pire, de l'Europe de Bruxelles, auprès des citoyens, et en l'occurrence des conservateurs ou des curateurs de musées. À tort ou à raison, nombreux, en effet, ont été celles ou ceux qui considéraient le processus menant, après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe vers plus d'unité, comme quelque chose qui certes était très très important dans l'histoire de l'Europe, mais ils avaient des difficultés pour traduire ce phénomène nouveau dans un langage muséographique intéressant et évocateur pour les visiteurs, quel que soit leur âge, leur provenance et leur bagage culturel, si je puis dire. Et effectivement, on peut se poser la question comment, dans une exposition, rendre compréhensible et attractif, pour ne pas dire sexy, une histoire qui apparaît à beaucoup comme lointaine, faite d'une succession de traités, de négociations diplomatiques techniques ou une suite de réformes institutionnelles déconnectées des préoccupations des citoyens. La deuxième raison dans ce retard à l'allumage, si je puis dire, tient au fait que la construction de l'Europe constitue par nature un phénomène transnational. Or, la plupart des musées d'histoire en Europe sont héritiers d'institutions, parfois anciennes, centrées sur une histoire nationale ou sur une histoire régionale, locale. Troisième élément, troisième motif de ce retard relatif, c'est que la construction d'une Europe unie est un phénomène inachevé. C'est un chantier qui est toujours en cours, qui est en constante évolution, et donc la question s'est posée de savoir comment intégrer l'Europe en train de se faire dans un musée d'histoire qui traditionnellement, ou dans des musées d'histoire qui traditionnellement mettent en scène des événements du passé avec un recul dans le temps. Et enfin, et c'est peut-être la raison principale du déficit d'Europe dans les musées d'histoire, c'est que il y a souvent dans les collections des musées un manque d'objets, je veux dire des objets 3D physiques, qui sont directement liés à cette histoire de l'unité européenne. Et la raison de cette pénurie, de cette quatrième raison, donc, le motif de cette pénurie est assez simple. Effectivement, il est assez facile d'identifier et de se procurer des objets d'exposition dans des musées, chez des collectionneurs privés, en rapport avec des événements tels que la révolution industrielle, les guerres mondiales, les mouvements sociaux, l'évolution de la vie quotidienne, la guerre froide. Parce qu'il y a de très nombreux musées, des grands, petits, publics, privés, nationaux, locaux, qui conservent en Europe ce type d'objets et ce type de matériel. Mais pour l'histoire de la construction européenne, c'est très très différent, en tout cas dans les dimensions politiques et institutionnelles de l'Europe. Alors pourquoi justement ce déficit d'objets qui pourrait expliquer ce déficit d'Europe ou d'unité européenne dans les musées? Mais moi, je pense que assez peu formés, voire même parfois peu sensibles à l'utilisation des témoignages matériels, 3D, et parfois même également des sources audiovisuelles, avec tout ce que cela suppose, il y a évidemment des enjeux de scénographie, des enjeux de propriété intellectuelle. Les historiens au sein de l'université souvent restent intéressés par des archives, par des traces écrites qui sont directement utiles et nécessaires pour leur recherche et pour leur publication. Et dans le même temps, assez rares sont les archivistes ou les documentalistes qui disposent des moyens techniques ou de la volonté réelle de conserver, au-delà des documents sur papier, archives, photographies, affiches, etc., des objets en 3 dimensions, parce que ces objets nécessitent des conditions tout à fait particulières de conservation, de restauration et éventuellement de valorisation. Et donc, il est assez rare que des objets qui ont pourtant été produits par les institutions européennes, pas seulement communautaires, par les autorités nationales, par des fondations, par des partis politiques, par des ONG, par des associations citoyennes, par des mouvements militants, pro ou anti-européens au cours des 70 dernières années,
Et en rapport avec l'histoire de l'Europe unie, il est assez rare donc que ces objets aient été conservés de manière, je dirais, systématique, organisée et facilement accessible pour être exposés dans des musées ou dans des expositions. Et c'est ici, bien sûr, que la digitalisation des sources et leur valorisation prend tout son sens en lien avec la muséologie et avec la muséographie. Alors, avant d'évoquer ce point, je crois utile de rappeler en 2 mots les efforts assez visionnaires qu'avait entrepris il y a maintenant près de 20 ans l'État luxembourgeois quand il a financé la création d'un établissement public qui portait le nom de Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe et dont la mission résidait dans la recherche, dans la création et la transmission de connaissances sur le processus de la construction européenne par le biais des technologies de l'information et de la communication. En tant que centre de documentation, qui était essentiellement destiné aux étudiants et aux chercheurs, ce centre et cette plateforme développaient une bibliothèque numérique spécialisée dans les aspects historiques et institutionnels de la construction européenne. Et effectivement, on s'y trouvait rassemblés des milliers de documents multimédia, multilingues, souvent, de nature et d'origine variées. Des documents d'archives, des articles de presse, des photos, des caricatures, des affiches, des documents audio, des vidéos anciennes. Et toutes ces sources combinées, organisées, numérisées ou born digital, permettaient d'illustrer les grands moments de l'histoire de l'Europe unie depuis 1945 et donc de favoriser la découverte au plus grand nombre et à distance du fonctionnement donc des principales organisations européennes dans une perspective résolument historique. Mais je le répète, l'objectif de cette plateforme numérique était avant tout documentaire, ce qui veut dire qu'il y manquait un élément crucial, en tout cas sous l'angle des musées, c'est que manquait totalement la représentation et la valorisation à des fins pédagogiques des objets 3D, si important, on le sait, pour les conservateurs et les responsables de collections dans des musées ou dans des centres d'interprétation en histoire. Or, ces objets, qui n'étaient donc pas pris en compte sur cette plateforme du Centre virtuel de la connaissance européenne, ces objets, en tant que traces du passé, ils existent. Il suffit pour s'en convaincre de consulter en ligne la collection de la Haus der Geschichte ou de voir ce que la Maison de l'Histoire européenne a pu assez rapidement acquérir et rassembler, notamment à travers des collectes préventives et sur le terrain, pour constituer sa propre collection et construire son exposition permanente et ses outils pédagogiques. Alors, dans le même temps, les services d'archives des institutions européennes ont mené, parfois depuis de longues années, d'importantes campagnes de digitalisation de leurs collections. Et si je prends le cas du Parlement européen que je connais mieux, ce sont ainsi effectivement des millions de documents qui ont été numérisés et qui sont désormais disponibles, selon les cas, parfois même dans plusieurs langues. Ici, contrairement aux objets 3D, pas de risque de pénurie. Alors bien sûr, on parle d'archives administratives qui ont été produites au fil du temps par les services internes de l'institution, mais aussi, encore une fois, des affiches, des photographies et des archives audiovisuelles. Alors, naturellement, la digitalisation, elle assure la pérennité des documents. C'est sa fonction première. Mais elle rend aussi leur diffusion et leur valorisation plus facile, notamment à travers leur mise en scène et leur contextualisation dans des expositions numériques et interactives. Et donc, la numérisation des collections archivistiques et documentaires, elle permet à l'archiviste d'être davantage qu'un gestionnaire de ressources documentaires. Il peut en effet se faire, je le crois, et je pense que c'est très souhaitable, se faire l'intermédiaire entre les archives et les visiteurs d'exposition en jouant un rôle de médiateur culturel dont la mission en fait serait d'accroître à la fois la lisibilité et l'intelligibilité des documents exposés. Et donc, de cette manière, l'archiviste peut également devenir un acteur de l'histoire publique. Alors, Douglas parlera sans doute des expositions publiées ces derniers mois sur la plateforme Europeana au sujet de l'histoire de l'Union européenne et très largement basées sur les archives du Parlement européen. Donc, je n'insiste pas sur ce point. On pourra y revenir en fin de session si vous le désirez. Alors, pour aborder l'histoire de l'intégration européenne, les muséologues et les experts ont enfin un outil à leur disposition, un outil qui, je le crois, est tout à fait susceptible d'apporter une réponse adaptée aux enjeux de la digitalisation
et de l'utilisation des sources numériques dans un contexte muséal, je veux parler de l'histoire orale. Bien sûr, recueillir des témoignages et la mémoire vivante, que ce soit au sein d'une institution ou dans le cadre d'un événement particulier, permet de créer de nouvelles sources et d'enrichir ou d'éclairer les fonds archivistiques. Mais il y a beaucoup plus, parce qu'on le sait bien, les individus font souvent la différence et leur vérité ou leur témoignage, soumis bien évidemment aux règles classiques de la critique historique, leur témoignage confère une dimension plus humaine au récit, au narrative dans le cadre d'un musée, en y apportant des ambiances, en y apportant des nuances, en y apportant des points de vue qui souvent sont absents des archives écrites. Alors, la collecte de témoignages sous une forme audio ou sous une forme vidéo permet aussi de révéler une partie de la psychologie des acteurs et la face cachée des choses. Et donc, dans un musée, la source orale, elle favorise un dialogue que je dirais polyphonique avec les objets et les autres traces du passé exposées sous vitrine. Dans le cas d'une exposition, surtout si on traite de sujets aussi complexes ou potentiellement aussi complexes que l'histoire de l'intégration européenne, et pour lesquels, je le répète, les objets existent, mais des objets existent, mais sont relativement rares ou parfois peu parlants, peu évocateurs par eux-mêmes, ce procédé aide aussi à éviter, je dirais, une présentation désincarnée de l'histoire, du processus de l'unité européenne. Parce qu'effectivement, il permet aux visiteurs de se projeter ou de s'identifier aux témoignages et donc ainsi de mieux appréhender les messages que l'exposition veut véhiculer. Dans ce cas-ci, les sources et les outils digitaux peuvent, je le crois, favoriser la transmission des contenus sous la forme d'une narration qui intègre des perspectives subjectives et des éléments émotifs, et cela bien mieux sans doute que ce que des documents simples ou parfois des objets pourraient le faire. En d'autres mots, et c'est un peu ma conclusion, grâce à toutes les potentialités nouvelles du numérique, les acteurs de musées d'histoire ont aujourd'hui entre les mains tous les outils nécessaires pour pallier l'absence relative d'objets 3D en lien avec ce secteur spécifique de l'histoire contemporaine qu'est l'histoire de l'intégration européenne, et donc pour redonner vie à des documents qui auparavant auraient sans doute eu assez peu de chances de figurer dans une exposition. Je songe par exemple au recours à des images de synthèse ou à la modélisation pour reconstruire des lieux ou des bâtiments emblématiques dans l'histoire de l'intégration européenne. Je pense aussi à la possibilité d'afficher sur un écran des archives numérisées en cliquant sur des épingles de localisation, d'afficher des contenus explicatifs ou de localiser l'extension géographique de phénomènes liés précisément à la construction d'une Europe unie. À travers l'utilisation numérique, si possible dynamique, immersive ou transnationale de l'histoire orale et des sources audiovisuelles ou numérisées qui existent, les curateurs et les scénographes de musées ou des centres d'interprétation peuvent aussi trouver un moyen de rendre cette histoire plus accessible au plus grand nombre, notamment les jeunes générations qui, on le sait, feront les citoyens de demain. Donc, en conclusion, je dirais que dans ce domaine, peut-être plus que dans d'autres, je dirais vive l'imagination, parce que vraiment, les perspectives sont très, très prometteuses et il y a, je crois, encore beaucoup de choses à faire pour rendre cette histoire de l'intégration européenne plus accessible, plus évocative, et pour que les citoyens de l'Union européenne puissent davantage s'identifier à ce qui a, qu'ils le sachent ou non, un impact direct sur leur vie quotidienne. Merci. Merci beaucoup, Étienne, de votre présentation. Les questions commencent, donc je vais les adresser à tous les orateurs à la fin de leurs exposés. And I would like to invite now to take the floor Douglas McCarthy, who will present us his talk entitled Digital Storytelling with Cultural Heritage. Douglas, the floor is yours. Thank you very much. I'm just going to try to share my screen now with you all. Please bear with me for a moment. Sonia, I
can't seem to share my my slides from this meeting, but I'm happy to, if you want to use the link that I shared with you to follow on, if that works for you. I will try to share from my side. Thank you. We did test this, but yes, it's strange digital is because not you have the you can, but I don't know why it doesn't work from your side. Manage to. Could you send me back your link, please? Yes, absolutely. Because I don't manage to share with my. I will share it with you now. I don't know why. Waiting this new connection, I would like to ask the first question to Étienne and Constance. Quelles sont les démarches faites pour la collecte des objets auprès des institutions européennes? Alors, en ce qui concerne les institutions européennes, qu'elles soient à Bruxelles, à Luxembourg, à Strasbourg ou ailleurs, ce sont des démarches qui ont été faites de façon soit officielle, soit officieuse, quand on connaissait des personnes qui, au sein de chacune de ces institutions, étaient susceptibles de pouvoir nous aider. Je dirais qu'en réalité, ce qui s'est passé est assez empirique. Constance me corrigera si je dis une bêtise, mais au départ, ce qui s'est passé, c'est qu'on a comme toujours, a priori, quand on organise une exposition permanente ou quand on met en place le contenu d'un musée, on a d'abord défini les grands thèmes, les grands sujets, les périodes traitées, et c'est et ensuite on s'est posé la question de comment traduire cela à travers des documents ou des objets évocateurs. Évocateurs, si possible originaux, si possible d'origine géographique, linguistique diverses, pour enrichir et pour avoir une vue, comme l'a dit Constance, transnationale de ces différents phénomènes. Et donc, en ce qui concerne l'histoire de l'intégration européenne, c'est aussi à travers les thèmes qui avaient été prédéfinis, après de très nombreuses discussions entre les différents curateurs et un comité scientifique qui pouvait intervenir si c'était nécessaire. C'est donc sur la base de ce contenu, avec des demandes donc précises, qu'on a contacté les institutions susceptibles de conserver des objets pour leur demander si effectivement elles avaient conservé certaines choses et si oui, est-ce que ces choses étaient éventuellement disponibles ou non, soit sous la forme de prêt, soit sous la forme de don. Tous les cas de figure étaient possibles. Il n'y avait pas une règle unique, mais en tout cas pour répondre à la question de Birgit, on n'a pas contacté de façon unilatérale toutes les institutions en disant voilà, donnez-nous tout ce que vous avez. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé de façon beaucoup plus ciblée, au cas par cas, selon nos besoins, selon le traitement qui allait être réservé dans les contenus de l'exposition à cet objet et à l'institution éventuellement prêteuse et partenaire. Merci beaucoup, Etienne. Douglas, I do apologize for these technical issues, and now I would like to invite you to take the floor. Thank you, and no need to apologize. These things happen in this digital world. Thank you for waiting, everyone. Thanks for your patience. And I think Sonia will try to show the slides full screen in a moment. We're almost there. I can't do. Doesn't work. No, it doesn't work.
think that's probably big enough. Maybe we can start, Sonia, if that's okay. I will fill in the details, and we can share the link to the slides perhaps in the Q&A or in the chat now, so that people can follow along directly. So thanks everybody. Sorry for the wait. Yeah, I'm Douglas McCarthy from Europeana Foundation. Very happy to join you all today. And thank you to our hosts and my fellow speakers for really interesting contributions so far. For the next few minutes, I'd like to share with you some ideas and approaches about digital storytelling using cultural heritage, and I want to share some examples with you of what we do at Europeana. Next slide, please. So Europeana had its 10th birthday last year. We are based in the Netherlands, in The Hague, although we're all working from home now, of course. We have around 60 staff, and we have over 20 different nationalities, so we are very European Europeana. And we also have a fantastic network of around 3,000 Europeana network members. So these are cultural professionals of many different expertises, just like you, who work with us and help us do what we do. So it's very much a community initiative. Next slide, please. Today I'm going to focus on Europeana's digital offer, Europeana.eu. For those of you who aren't familiar with it, Europeana is the major platform for cultural heritage in Europe. It presents content from over 3,500 cultural institutions, museums, galleries, libraries, and archives all across Europe. And today you can access, you can search, browse, and find over 50 million cultural heritage objects in Europeana. These are famous paintings, wonderful photographs, books, manuscripts, films, 3D objects, and much, much more. So it really is a treasure chest of cultural heritage from Europe. And worth noting that the user experience, the interface, is available in all of the 24 supported and official languages of the European Union. So I think multilingualism has been a thread of today's discussion, and it's very much something that Europeana is committed to. Next slide, please. Europeana is visited over 500,000 times every month by people all over Europe and in fact around the world. Next slide. And our storytelling approach is this, that storytelling, whether digital or not, is really about making connections between people and ideas. And at Europeana, how we approach this is we try to engage people with cultural heritage online, whether it's for studying or education, it could be for work, professional reasons, or actually just for fun and interest. And we want to inspire new perspectives about history and culture and society using cultural heritage as our core ingredients. Next slide, please. In our decade-long history, we have presented and developed editorial content, storytelling content around a really amazing variety of subjects, from Renaissance painting to folklore, dancing and music from Central and Eastern Europe. We have major work on 1914 to 18, so the First World War. We've done campaigns around migration in and from the European Union. And we also have a strong educational offer. So it's storytelling combined with educational resources aimed at many different age groups. And I would like to share some examples with you now. Next slide, please. So our approach to digital storytelling is to be topical. Here on the screen you can see some work that we've done around pandemics, which of course is very topical in the era of COVID-19. And what we try to do is to make contemporary life, what's happening out in the world, relevant using cultural heritage to our audiences. So we have a topical approach. That means we have to be quite agile and experimental. You know, we try things, we create things at short notice. We're quite responsive. And we also take advantage of trends to do that. And we also have a very collaborative
approach. So yes, within Europeana we create editorial, but we also work with partners who I show some examples today to do this. So it's very much a joint team effort. And also it's a multi-platform approach. So whilst I'll show you mostly examples from Europeana.eu today, we're also very active on other platforms. So it's really about presenting content where users are, not just on your own website. Every day of the year, we highlight interesting and relevant cultural heritage collections, and we do this using editorial, which for Europeana really means blogs, galleries and exhibitions, educational resources, and also primary digital collections from museums themselves. Next slide, please. Last summer, to support Commissioner Breton's Reopen EU initiative, we developed a several-month-long season called Discovering Europe. And this was really all about encouraging audiences, giving them the opportunity online to visit interesting places, towns, cities, landscapes all across Europe virtually from the comfort of their own home, because we couldn't travel anywhere and everyone was stuck at home on their sofa with a laptop. So Discovering Europe is a nice example of Europeana's sort of seasonal approach, with which we developed over 60 editorials. We showcased more than 2,000 really interesting objects from more than 400 cultural heritage institutions in almost 40 countries from May through October. And all of this content was enjoyed and visited and experienced by over 150,000 people during the season. Next slide, please. Every March, we take a similar approach in a more concentrated way with Women's History Month. This is our annual celebration of amazing, remarkable women from history. And every day in March, we publish content around this topic. And this year's edition, which starts on Monday, has brand new editorial, some really exciting new content partnerships, and innovative marketing approaches, such as an email course, which is run through MailChimp. If this is appealing, please check out our dedicated Women's History feature page, which is linked here on the Europeana website. And of course, do feel free to get involved across our social media platforms with the hashtag Women's History Month. Next slide, please. Here is a little short video of the editorial that we've already created through Women's History Month. So worth noting here that part of our philosophy at Europeana is to create longer-term value content that can be enjoyed, that keeps fresh, that is interesting, and has a longer value, longer lifespan, if you like. So our editorial is creating new material, but mixing it together and presenting it, packaging it with material that we already have from previous projects and created in previous years. Next slide, please. Everything we do at Europeana is supported by a very active conversational social media presence, primarily on Twitter, Facebook, and Instagram. Next slide, please. And exhibitions, these are longer form content pieces, like long reads around cultural heritage. They are a real foundation, a centerpiece of our digital storytelling offer. Our exhibitions range across a huge variety of topics, from social and political history through to, for example, Byzantine art and architecture, the First World War, natural history, folklore. It really is a smorgasbord of content and subjects. And our aim here is to bring visibility to history and cultural heritage. And the USP that Europeana has is being able to show interesting connections, unusual topics, perhaps some lesser well-known, not just masterpieces that we can highlight. And we can do that by mixing together the vast range of content that we have published in Europeana, which really other platforms would struggle to do. And the exhibition offer that we have is increasingly multilingual. So whilst we always publish exhibitions in English, it's very common now for exhibitions also to be in, say, French, Spanish, German, Italian, and sometimes even 24 languages, as we'll see in a moment. Next slide, please.
With exhibitions, we create engaging narratives, and our exhibition platform mixes in sort of interactive and multimedia elements. So it's a more dynamic rather than static experience. And our audiences are genuinely international. So thinking about translations and boosting our multilingual offer, as I mentioned, is a really important part of what we do. Next slide, please. So we have colleagues in the call today from the archives of the European Parliament who we're really proud to work with. We have a 5-year partnership with them where we will publish 20 online exhibitions from the archives on Europeana, focused on modern social and political history in Europe. Every one of those exhibitions is available in 24 languages, which is it's fantastic. We published 3 exhibitions so far, and there are many more to go. And we've already had over 50,000 online visitors to those exhibitions. So we're really excited about this, and it's very much building a long-term partnership with the archives, which I think is to the enjoyment and the benefit of both parties. Next slide, please. In summary, last year, we published 13 exhibitions, and everything that we do is surveyed and monitored, so we want to see what audiences think about what we're doing, not just what we think. And I'm really proud to say that of the 13 exhibitions that we published in 2020, the average satisfaction rate was over 85%. So it was a resounding thumbs up from the audiences with what we are doing. Next slide, please. If you're interested in exploring our exhibitions, then this is the link, exhibitions.europeana.eu. Please feel free to check it out and let me know what you think. Next slide, please. Another aspect of our editorial offer is we bundle together topical content around features. Some examples here are on screen, from architecture to famous composers. We also have colouring books, and we also have specific kind of groups of content. Next slide, please. Such as, here is one on the 20th century. So this is a really nice and easy way for audiences to come to Europeana who are interested in, for example, 20th century, and to see in one place all of the blogs, exhibitions, galleries, the content that we and our partners have created, all in one place to explore and enjoy. Next slide, please. And here are some more examples from 20th century. As you can see, we have everything from Krzysztof Kieślowski, the Polish film director, through to fashion archives from Mizoni and the Spanish Civil War. So it's a really broad range of content. Next slide, please. I mentioned education. There is a dedicated area of Europeana called Europeana Classroom. This is an online course that we just launched with our partners at European SchoolNet. And our aim in the educational area is to really increase the take-up, the use of digital cultural data as a trusted primary source in education. And we work with some fantastic educational communities to use digital technologies and to develop kind of learners' 21st century skills with cultural heritage. Next slide, please. Just before Christmas, we had a interactive challenge called Reinventing Beethoven, around the big Beethoven anniversary, and this was focused on primary and secondary school children, encouraging them to reinvent, remix and reuse visual and also audio files connected with Beethoven in a competitive environment, which is, was fantastic to see. Next slide, please. And as I mentioned, our approach to social media is that we want to make cultural heritage part of daily lives and conversations. So we want to go break out of the bubble of museums and culture to try and reach as many people as possible where they are on the key platforms, which are listed here. Next slide, please. And partnerships are a critical part of what we do. It's not just about what Europeana and the network can do. We also collaborate with international platforms like Daily Art on screen here to expand our reach, to go to places where people haven't heard about Europeana, and to really amplify what we're doing to audiences across the world. Next slide, please.
And just before I close, this is a new piece of work we're developing. We have a piece of work developing increasingly diverse and inclusive approaches to digital collections and history and narratives at Europeana. Next slide, please. And the aim of the inclusion and diversity work is to promote intercultural and interfaith dialogue and understanding, to facilitate discussions around awareness and cultural change, and to really make the cultural space feel much more inclusive and accessible for people who perhaps aren't traditional kind of cultural heritage consumers or museum visitors. So this is an important and current piece of work which Europeana is invested in. Next slide, please. And with that, I'd like to thank you for your patience while we work through our technical issues. Feel free to get in touch with me here, and I very much look forward to your questions. Thank you. Thank you very much, Douglas. We have a couple of questions for all the panelists. The first one. Avez-vous une coopération avec le Centre mondial de la paix qui avait fait une exposition physique pour le 60e anniversaire des traités de Rome en 2017, intitulée Monde Europe? Et la question est, ne serait-il pas intéressant à récupérer les objets exposés et en faire une exposition virtuelle? Constance? Voilà, donc j'ai vu plusieurs questions qui me sont adressées. Est-ce que vous voulez que je touche à tout? J'essaie de toucher à tout, comme ça les autres ont le temps de parler aussi. Pour cette question précisément, je ne pense pas, même si je dois avouer que je n'ai pas tous les 300 prêteurs en tête. Donc, il se pourrait que mes collègues aient bien ces contacts-là. J'ai pris note de la suggestion pour l'histoire de l'exposition en ligne et je vais en venir là. Nous sommes assez petits pour ce que nous devons faire. Donc, pour le moment, nous allons commencer par mettre notre propre contenu en ligne. Les musées européens ont normalement des collections en ligne. Nous sommes encore en train de le faire. Donc, vous voyez, on est nouveau, on est un nouveau musée. Donc, on ne va pas tout de suite commencer à faire des expositions en ligne sur d'autres sujets. On va commencer par mettre notre contenu en ligne. Et puis après, je prends note de la suggestion et on peut penser à ça. Pour la question qui nous était adressée par rapport aux démarches auprès des institutions européennes, donc en plus de ce que Étienne a déjà expliqué, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que nous essayons de lancer des campagnes dans la limite de nos ressources, de collectionner ce qui se passe dans le présent, par exemple sur le Brexit ou sur les élections européennes. Nous avons lancé des campagnes de collecte récemment, ce qui nous permet de toucher aussi à des sujets contemporains dans notre exposition et de faire des changements de thème au 6e étage que nous sommes en train de réaménager. Je ne sais pas si vous voulez aussi que je touche aux autres questions que je vois dans le chat ou que... Peut-être il y a une question qui vous est adressée précisément. Je vais lui donner brièvement lecture. My question to Constanze Itzel is from Werner Tschacher from the C to the H. So the concept and the actual implementation of the House of European History are, of course, controversial. He gave some arguments on that. And the question is, where are the digital offerings used to trigger and actively engage digital visitors in the many historical or historical political and current conflict topics in European history, at the risk of argument? If so, please provide an example. Yes, so we are not how can I say, we don't fear arguments. We have been collecting all the criticism that our museum has received. We have a huge database with that. We also have started to sort it according to what is politically, how can I say, framed, has to be politically framed, and others which comes from historians. And we are in a phase of analysis. We have set up an evaluations policy. We are a new museum, so everything has to be set up from scratch.
So we have an evaluations policy which allows to study how the public reacts to the exhibitions. And we have in our plans to revise the permanent exhibition where all this will go into. But I have to say, and this is a reaction to another question that I see about our resources, we have 40 core staff when many national museums have 200 to 400 core staff. So we have to go slowly and we have to do it gradually. So we are at the moment organizing one temporary exhibition per year, and we have to find the resources to revise the permanent exhibition. And this is what you hint at, that you think we should revise it following the comments received. For the digital participation, this is something which we want to do, and we are at the beginning. I'm honest about this. And the project that we have with you, Thomas Covin, as a partnership will help us defining means and doing this trial and error approach that Europeana also uses. One of our upcoming temporary exhibition projects about rubbish, the history of waste, will go more into participatory collaboration and co-creation methods with the local communities in Brussels, and also through an online platform. And we will start with this project trying to create participation and bringing in multiple perspectives through this platform for this specific project, because we are very small and we cannot do it across the range of topics that we have in our museum. We also have the issue of languages, and I'm very curious to see how Europeana solves this issue, because we have one social media responsible, so to cover all the linguistic diversity and to engage communities in different countries, for example, is quite complicated. And here I have now created a partnerships department so that we will start working more with partners, because otherwise we are just too small to engage with many different communities in many different languages. So I hope that with Operation Rubbish, we will explore these digital participation techniques and also bring in more conflicting views and more diverse views than what we actually have in the museum. There are a question for Douglas. Are photos of your stories digitally accessible under Creative Commons? Yes, excellent question. Thank you, Birgit. Yes, I think one of the good things about Europeana is that every single one of the 50+ million digital objects in Europeana has a specific either Creative Commons or other rights statement. So you can always see if something is public domain, or if it's reusable under an attribution license, or if it's in copyright. So when you go to Europeana, in the exhibitions, in the other editorial, in the item pages of the digital objects, you will always see a specific license that tells you what you can do with that object. So I hope we do a good job in that area. Thank you for the question. And I have a question too. Douglas, you mentioned in your presentation a number of marketing approaches in presenting your collections. Could you develop on that? Yes, absolutely. So what we try and do is we have a mixed marketing approach. So what we try to do is offer and meet people where they are and give them different flavors. So my usual metaphor for this is food. So think of it as a menu where you have an amuse-bouche or like a tapas. So that might be a gallery of 20 items that we share on Twitter or on Facebook. Anyone can take a look at it, hopefully find it interesting and enjoyable for maybe 30 seconds or a minute with a coffee, and then go back to whatever else they're doing. At the other extreme, we of course offer some of the exhibitions that I shared, which are perhaps 2,000 words long, much more art historical or specialist. So really what we have is we have a spectrum of editorial content which is very kind of light, easy and enjoyable and hopefully attractive, and much more in-depth that requires more time investment. And we combine that with a marketing approach which supports and fits the flavor of the editorial that we're seeking to promote. So last year we began experimenting with TikTok.
in the Discovering Europe season. On Instagram, the character and the personality of our marketing is different than Twitter. Twitter tends to be a more professional, peer-to-peer audience. So it's really about understanding the narrative tone, the voice, the flavor of the dialogue and the conversation on the different platforms in which you're operating. I hope that helps. Thank you very much. Another question from Werner. For Constanze, I can imagine that it is not easy. I suppose he's talking about the evolution of the House of European History. Professor Hüttner had the same problem with the revision of the birth falls in his house in Bonn. It is a comment, no, not a question. So thank you for your understanding. Thank you for the understanding. I mean, there are some things that we know ourselves we have to improve in the permanent exhibition. Notably, the issue of decolonization could be enhanced, and we are very thankful for all the articles which comment on this and pinpoint our shortcomings. So if there are any participants who would like to analyze it even more and send us their comments, everything is welcome. Thank you very much, Constanze. Thank also to all the panelists. And now for the concluding remarks of this webinar, I would like to invite Ludovic de Lepine, Head of Archives of the European Parliament, to take the floor. Thank you very much, Elena. The conclusion words will be both in French and English, so we'll try to respect the balance in between the languages. First of all, I would like to thank a lot the three panelists who made the presentations, and this really shows that on one side there is a very deep understanding of the European integration history, which is necessary in the work that we are doing, and on the other side, the way to valorize all the different objects, tools, situations, in general assets which are resulting from this one, and by trying to find all the different ways to use them. Pour basculer un peu en français, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier une chose, c'est qu'il s'est passé un 13 mars 2020. Il y a un avant 13 mars 2020 et un après 13 mars 2020. Ce qui a été présenté résulte très souvent d'initiatives antérieures au 13 mars 2020. Ce qu'a mentionné Constance au travers du musée est quelque chose qui relève d'une stratégie assez ancienne au niveau de l'institution, de vouloir mettre en place cet espace. Alors, aussi imparfait soit-il, bien évidemment, il est imparfait, il ne le sera jamais. Il y a une telle diversité culturelle, il y a une telle diversité de regard sur l'intégration européenne que je pense elle ne disposera jamais de toutes les ressources, ni de tout l'espace nécessaire pour collecter les traces de l'intégration européenne et de la rendre telle que tout le monde le souhaiterait. Alors c'est un fait de choix, c'est vrai, améliorable, c'est vrai, mais au moins il y a l'existence de l'objet qui est vraiment fondamental. Et donc cet aspect digital qui a été initié, quelque chose qui était antérieur sur les visites en multidimension, sur l'aspect de l'engagement des citoyens. Et c'est ce qu'on retrouve aussi avec Europeana. Europeana n'est pas quelque chose de récent, c'est une initiative relativement ancienne qui se développe, qui trouve des nouveaux secteurs de communication, mais pour lequel on voit qu'il y a un engagement assez important. Le 13 mars 2020 a changé radicalement les approches. Les musées ont été fermés et on peut le voir à la fois au travers des différentes histoires qui ont été racontées par les trois panélistes, mais aussi si on regarde un peu plus loin dans le monde des musées et dans le monde artistique, on voit qu'il y a eu une réorientation complète de l'approche de la valorisation des objets, des trésors culturels et d'honorer le jour présent et l'espace présent plutôt que de se pencher uniquement sur le moment extraordinaire. Donc il y a un changement paradigmatique très important qui se fait le 13 mars 2020. C'est le moment où
tout le monde va passer en télétravail, c'est le mouvement où des confinements de masse vont se mettre en place et où les lieux physiques vont se fermer. Et pour autant, les lieux physiques, même s'ils ont été fermés, n'ont pas empêché le développement d'initiatives pour trouver des alternatives et rendre un accès aux objets culturels, entre autres l'histoire de l'intégration européenne, tel qu'on le mentionne ici, avec des nouveaux outils. Et ces nouveaux outils sont porteurs. Ils sont porteurs parce qu'ils vont toucher des personnes sur des catégories d'âge extrêmement larges, sur des catégories socio-professionnelles extrêmement larges et sur des catégories géographiques extrêmement larges. Lorsque Douglas mentionne tout à l'heure qu'il a 500 000 visiteurs uniques sur Europeana par mois, c'est quand même une masse importante de visiteurs répartis sur l'ensemble de la planète. Ce qu'il n'a peut-être pas dit dans l'exposition que nous avons fait ensemble sur la déclaration Schuman, l'anniversaire de la déclaration Schuman, c'est que l'ensemble des supports qui ont été vus pour la valorisation de cette exhibition se lèvent à peu près à 6 millions de vues. On est sur des chiffres qui sont totalement différents par rapport à des visites, à des présentations physiques. Ce sont des opportunités qui se sont ouvertes et cela s'est réalisé en l'espace de 3 semaines. La réactivité des personnes qui disposaient d'outils digitaux, qui les ont mis à disposition de personnes qui disposaient d'outils ou d'espaces physiques, lorsque des aventures communes ont été identifiées et des opportunités ont été saisies, ont donné naissance à des partenariats qui sont tout à fait intéressants et à des façons de valoriser des objets qui sont tout à fait intéressantes. Alors, ce que dit Étienne, effectivement, ces constats sont tout à fait exacts. L'intégration européenne a très souvent été vue comme une vision technocratique. C'est vrai. Et pour autant, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour réintroduire le projet humain au centre de l'intégration européenne. Et c'est ce qui a été très bien illustré à la fois par Douglas et à la fois par Constance. L'aspect transnational, l'aspect du chantier inachevé sont des points qui sont en permanente réinterprétation. On voit aujourd'hui un certain nombre d'États membres qui vont réinterpréter l'histoire, qui vont réécrire l'histoire. Et c'est le propre de l'histoire que d'être réécrite. Alors, je ne rentrerai pas dans le débat de la façon dont elle est réécrite, mais il y a un certain nombre de faits historiques dont il faut conserver la trace, dont il faut conserver la mémoire, et ces faits seront sujets, au fur et à mesure du temps, d'interprétation et donneront peut-être l'opportunité d'étayer des musées par des vues différentes, par des axes d'analyse différents. Et puis le manque d'objets, il est vrai que dans l'activité principale des institutions, nous produisons assez peu de voitures, nous produisons assez peu de tableaux, par contre nous produisons beaucoup de documents. Et c'est vrai que l'aspect documentaire est un des résultats du travail, alors documents qui soient digitaux, qui soient papier, sont les résultats de nos travaux. Et tout autour, il y a une pléiade d'objets qui vont venir entretenir l'histoire de l'intégration européenne. On peut très bien retrouver parfois des pins qui ont été utilisés dans les années 80 par des manifestants qui se trouvaient juste à l'extérieur des bâtiments du Parlement et qui vont être collectés. Ce vont être des objets uniques qui vont être valorisés et dans lesquels on va venir expliquer pourquoi ces gens, à cette époque, avaient des pins. Alors, le pins, aujourd'hui, n'existe plus beaucoup, n'est plus vraiment en vogue, mais à cette époque, c'était un objet de communication de masse et donc qui peut être trouvé et qui peut être valorisé. Donc, les objets sont à la fois extrêmement diverses, comme l'a mentionné Constance, mais aussi extrêmement rares, car, comme ça a été rapporté à la fois par Étienne et par Constance, il y a assez peu d'endroits qui traitent de l'histoire de l'intégration européenne. Et la place des institutions, c'est le cœur de cette intégration européenne, c'est le cœur de ce projet humaniste et de ce projet humain dans lequel, sans cesse, on va revenir mettre des éléments et qu'on va essayer de valoriser. L'âge digital était déjà présent avant, il s'est modernisé, et le 13 mars 2020, avec le premier lockdown, il va connaître une accélération extraordinaire, avec des nouvelles opportunités qui ne vont avoir de cesse que de se pérenniser et qui vont ouvrir des champs tout à fait intéressants dans cette exploration de la mémoire collective
et du réinvestissement de la mémoire individuelle au travers du regard de l'intégration européenne. Je m'excuse pour mes amis anglophones, j'ai un peu plus basculé sur le côté francophone qu'anglophone, peut-être la passion du sujet de l'histoire de l'intégration européenne, mais les 3 contributions qui ont été apportées sont vraiment importantes dans cet objectif de conservation et de développement de notre mémoire, à la fois dans l'espace physique, comme l'a montré le musée par Constance, mais aussi à la fois dans le monde digital, comme l'ont illustré chacun Douglas et Constance. En tout cas, merci beaucoup pour vos contributions, extrêmement appréciées, extrêmement intéressantes, et simplement la génération d'une attente que de voir tous ces produits à sortir, ces produits à devenir, et les utilisations qui vont en résulter. Merci. Merci beaucoup Ludovic pour ces conclusions. En guise de mot de la fin, je voudrais remercier tous les panélistes pour leur contribution et pour avoir partagé avec nous cette nouvelle manière d'écrire, d'exposer, de faire l'histoire et d'inciter à réécrire l'histoire, comme disait Ludovic. Ça reflète non pas seulement les préoccupations du Centre Europe Direct de l'université, mais de l'université même et du Centre d'histoire contemporaine et digitale, qui est le 3e centre interdisciplinaire de l'université et dont les DIC portent l'empreinte. Je crois que la manière dont vous avez évoqué tous ces aspects de comment collecter, présenter, préserver, jeter de nouvelles éclairages sur l'histoire et les mémoires, la mémoire au pluriel de l'Europe, reflète aussi nos préoccupations en plus dans un le centre d'intérêt donc autour de ça. Aussi, ce qui est intéressant et ce que vous avez évoqué dans vos contributions, c'était également la manière de construire une stratégie collaborative pour faire écrire l'histoire au jour le jour et pour partager les histoires qui se retrouvent dans sous une multitude de facettes au niveau de ceux qui la font et de ceux qui l'écrivent, sans oublier le vecteur digital qui est devenu aujourd'hui incontournable dans cette écriture et présentation de l'histoire. Our webinar was recorded, so it will be published on the university main page. And I would like to invite the audience to come back and to consult this new publication. And I would like to invite everyone to be back on 24th of March, when the Europe Direct of the University of Luxembourg with the Luxembourg Foreign Affairs Ministry and the LISA will be organized a webinar focusing the centenary of the Belgian-Luxembourg Union. So I would like to thank you all once again, and I hope to see you soon on our webinar or on other event. So many thanks once again, and see you soon.